Oui, tout à fait. Non, je vais dire quelques mots, même si je n'aurai pas totalement carte blanche en ce qui me concerne. Déjà pour dire que j'ai quand même toujours plaisir, même si parfois l'État est un peu interpellé dans cette enceinte, j'ai toujours plaisir à venir. Et peut-être vous donner une petite anecdote, je reçois je ne sais combien de revues et de magazines chaque jour dans mon bureau, mais il y en a un, et je ne le dis pas par flagornerie, que je m'empresse de lire, voire j'abandonne les notes en cours, c'est la revue de la demeure historique, parce que je trouve que c'est toujours passionnant. Ça raconte des actions exemplaires, des histoires familiales. C'est très bien illustré puisqu'on voit ce qu'était le bâtiment avant, ce qu'il est en cours, ou ce qu'il est après rénovation et restauration. Je trouve que c'est vraiment tout à fait passionnant et exemplaire. Et ça montre d'ailleurs aussi la capacité à innover, puisque dans un des derniers numéros, il y avait des présentations de restauration où il avait été fait appel à du mécénat populaire qui avait extrêmement bien marché. Alors quand je suis entré dans la salle, François Guillemard de Gallo s'exprimait, et je dois dire que je me suis demandé si je devais rester parce que je me reconnaissais totalement, enfin est-ce que j'avais besoin d'ajouter quelque chose, parce que je me reconnaissais totalement dans ce qu'il disait, sur le fait que l'État doit fixer des règles, il faut être clair dans sa vision, confiant dans l'exécution, le patrimoine n'était ni de droite ni de gauche. Sur ce que disait Henri Decastre, sur le fait que le modèle économique a changé, ça je ne peux que partager ça. Je serais un peu plus nuancé sur sa vision de l'État, bien évidemment, ça ne vous étonnera pas, mais on a déjà eu cet échange dans d'autres enceintes. Tout d'abord pour dire qu'il y a quand même des chiffres qui sont un peu têtus. Mais ce que j'aime bien, c'est que Jean Berthier aime beaucoup les chiffres aussi. Donc, comme on m'a souvent reproché ma carrière budgétaro-financière avant d'arriver dans le domaine de la culture, au moins là je peux donner des chiffres. Les financements d'État en faveur des monuments historiques au cours de ces 3 dernières années, malgré la contrainte budgétaire que vous connaissez tous et qui a été rappelée, le financement des monuments historiques est stable pour la part État. Et ça, je crois que ce n'est pas du tout négligeable, alors même que vous le savez, pendant 2 ans, le ministère de la Culture a connu des baisses assez sensibles de son budget. C'est d'ailleurs, je crois, la première fois dans son histoire qu'il connaissait de telles baisses. Ça a suscité un certain nombre de remous, et néanmoins, dans les choix que nous avons eu à faire, nous avons préservé le financement des monuments historiques. Ce n'est pas pour rien, c'est que premièrement, effectivement, la France a un patrimoine très riche, 43 000 monuments inscrits et classés, pour redonner le chiffre exact à Henri Decastre, plus beaucoup d'autres d'ailleurs bâtiments qui peuvent avoir un intérêt patrimonial sans être forcément classés. Vous savez que la Fondation du patrimoine intervient beaucoup sur ces monuments non classés. C'est un facteur évidemment essentiel pour notre mémoire et notre histoire, et donc notre projection en termes de société dans l'avenir. C'est évidemment aussi un facteur d'attractivité des territoires, et c'est un facteur d'activité économique, puisque derrière, il y a aussi des entreprises économiques qui créent de l'emploi. Vous savez que nous avons beaucoup de discussions avec le GNH sur ces questions. Donc ce sont autant de raisons pour maintenir les crédits du patrimoine. Et finalement, je me demande si Henri Decastre n'aurait pas dû plutôt interpeller les collectivités territoriales, parce que vous savez que c'est la politique vis-à-vis des monuments historiques et du patrimoine, c'est une politique éminemment partagée entre l'État, les propriétaires privés que vous êtes et les collectivités territoriales, et on avait déjà eu l'occasion de le dire les années précédentes. Il y a une inquiétude à ce titre sur le désengagement d'un certain nombre de collectivités. Moi j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais la semaine dernière. Il y avait une très belle politique avec le Conseil général du Nord, où d'ailleurs l'État et le Conseil général s'entendaient pour ne pas faire des financements redondants, mais plutôt essayer d'intervenir chacun sur des monuments ou des territoires différents. Et le Conseil général du Nord se retire quasiment intégralement de ce financement compte tenu de ses difficultés financières. Donc je crois que le sujet, effectivement, il est plus vaste que le sujet État, où l'État a essayé de préserver sa part de financement, mais il y a aussi un sujet de la place des autres cofinanceurs. Et à ce titre, effectivement, je rejoins ce que dit Henri Decastre en disant qu'il faut rechercher d'autres modèles. Il y a des pistes qui ne sont pas en soi suffisantes, mais qui, additionnées les unes avec les autres, peuvent permettre de pallier à ces difficultés. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le mécénat est une piste.
trouver de nouveaux cofinanceurs. Moi, je continue à penser que les régions n'interviennent pas suffisamment dans la politique patrimoniale. C'est en tous les cas très inégal sur le territoire. Certaines régions interviennent, d'autres n'interviennent pas. Et dans le cadre de la réforme territoriale, je pense que c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table. Il y a la taxe de séjour qui est attribuée aux collectivités locales. La taxe de séjour, c'est quoi? Ce sont plutôt des visiteurs ou des touristes qui viennent dans des hôtels. Et pourquoi viennent-ils? Pour voir du patrimoine. Est-ce qu'on ne peut pas, là aussi, faire un peu de péréquation et faire un peu des préciputes sur la taxe de séjour pour financer la politique patrimoniale? Donc je pense qu'il faut effectivement essayer de multiplier un peu les canaux. Ce que je constate, c'est que dans le cadre de la réforme territoriale, il y a un élément très important, alors même que le gouvernement cherche à mettre fin à la clause générale de compétences. Il y a une compétence pour laquelle on est assuré qu'elle restera générale, c'est bien la compétence culture. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel, puisqu'il est bien perçu par tout le monde que ces questions de politique culturelle, et en ce qui nous concerne, de politique patrimoniale, c'est une politique totalement partagée. Alors pour qu'elle soit partagée, il faut effectivement, comme vous le disiez, Monsieur Villeroy-Gallo, il faut que l'État soit clair dans ce qu'il souhaite et dans ses interventions. On est en train de mettre en place, à la suite du rapport de l'IGF et de l'IGAC sur la réforme de la maîtrise d'ouvrage des monuments historiques, on est en train d'élaborer au niveau des DRAC des stratégies régionales d'intervention de l'État en matière patrimoniale pour pouvoir justement exposer à nos partenaires, aux interlocuteurs que vous êtes, la vision un peu que l'État a de son intervention sur le territoire à un horizon de 3 ans, parce qu'il faut de la stabilité. Je ne sais plus si c'était Henri Lecastre ou François Villeroy-Gallo qui parlait de stabilité. Je pense que la politique patrimoniale, elle ne supporte pas les dents de scie. C'est pour ça que moi j'ai veillé à préserver les crédits patrimoniaux, parce que ce sont des politiques de moyen terme. Quand on engage des chantiers, c'est pour une longue période, souvent par tranche, et qu'on ne peut pas être en but à des phénomènes de dents de scie. Il faut donc que l'État soit en capacité d'exposer sa stratégie. Donc on a commencé à y travailler avec 2 DRAC pilotes. On vous exposera, ces DRAC viendront vous exposer leur stratégie pour les régions qui les concernent, et on essaiera de généraliser cet exercice. Évidemment, cette clarté et sur les règles, il faut qu'elle soit dans la réglementation. Alors dans la réglementation, là encore, Henri Castres ne sera pas totalement surpris, j'ai une vision un peu plus nuancée. Bien évidemment qu'il faut simplifier un certain nombre de choses, et on s'y emploie, et je vous le dirai, mais par ailleurs, en matière patrimoniale, il faut des règles aussi. Et je crois même qu'un certain nombre d'associations de défense du patrimoine nous demandent de durcir des réglementations. Je prendrai évidemment un exemple un peu facile sur les éoliennes. S'il n'y a pas de réglementation sur les éoliennes, et vous savez bien que c'est un sujet de préoccupation, que deviendront nos paysages et que deviendra votre patrimoine? Donc j'aurai un discours un peu plus nuancé sur les règles. Oui, bien sûr, il faut simplifier un certain nombre de réglementations. C'est pas pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'en matière patrimoniale, ce sont quand même des politiques qui demandent de pouvoir être assises sur des règles. Alors je parlais de simplification. Le fait de vouloir rapprocher les réglementations en matière de monuments inscrits, monuments classés, je crois que ça sera quelque chose d'important. Ça veut dire derrière aussi beaucoup de simplification des formulaires, les CERFA, ça c'est pareil, il y a un nombre, je ne sais plus combien, il y a 25 ou 30 formulaires de CERFA selon le type de monument. Donc ça, il faut absolument simplifier ce genre de choses, ça ne sert à rien d'avoir 25 formulaires, ou même les administrations qui ne se retrouvent pas elles-mêmes dans ces formulaires. On a des sujets alors qui sont plus délicats autour des réglementations de sécurité, d'accessibilité, mais là encore, je pense qu'il faut aussi tenir compte du fait que quand on est dans un monument historique, on ne peut pas appliquer tout à fait les mêmes règles que dans des constructions neuves, et donc ça c'est à nous de faire porter ce discours. Ça a parfois dératé, je le reconnais. Je pense que Jean Desvertiers voudra me parler des questions d'isolation de façade. C'est un vrai souci. On voit bien que là, il y a un article de loi qui a été proposé, qui méconnaît. Alors pas tant sur les monuments historiques, puisque pour le coup il y a bien une exception qui est prévue pour les monuments historiques, mais on a d'autres espaces protégés et qui ont une importance patrimoniale forte, qui se voient appliquer une règle en matière d'isolation extérieure en façade qui n'est pas acceptable pour notre politique, et forcément à un moment ou à un autre il faut remettre cette question sur la table.
Simplification, moi je suis très favorable, et là aussi on travaille avec des expérimentations sur les guichets uniques pour que les usagers que vous êtes de l'administration puissiez quand même avoir face à vous des administrations qui soient à la fois plus responsables et avec des interlocuteurs mieux identifiés. Le guichet unique, il est à la fois au titre du dépôt des dossiers de subvention, mais aussi au titre du dépôt des autorisations de travaux, parce qu'en matière patrimoniale, on ne peut pas déconnecter l'un de l'autre. Rien ne serait pire qu'on vous annonce l'obtention d'une subvention et puis que quelques temps après, on vous dise « Ah ben non, l'autorisation de travaux est refusée ». Donc il faut vraiment maintenir ce lien, et le rapprochement entre inscrit et classé, d'ailleurs, facilitera la mise en place de guichets uniques, puisque l'autorisation de travaux, ça ne sera plus un permis de construire, mais bien une autorisation de travaux, et donc quelque chose qui pourra être instruit uniquement par les DRAC. Donc comme vous le voyez, on essaye quand même d'avancer, et je serai évidemment tout à fait preneur des propositions de Jean de Lamberty, et qu'on examinera évidemment avec beaucoup d'attention et avec le plus de célérité possible pour pouvoir encore améliorer les choses en la matière. Quand on parlait de changement de modèle, je crois qu'effectivement, en matière de monuments historiques et de patrimoine, il faut beaucoup réfléchir aussi sur les transformations d'usage. Alors, on a initié à la demande de la ministre, avec la Fondation du patrimoine, et on va y associer bien évidemment les associations, notre fameux G8, et y compris le GMH, à essayer de faire mieux remonter et faire mieux connaître des bâtiments qui sont protégés au TBMH ou des bâtiments d'intérêt patrimoniaux que possèdent notamment des collectivités locales et pour lesquelles elles voudraient bien avoir derrière une transformation d'usage, soit des chambres d'hôtes, un hôtel, ou enfin plein de transformations qui auraient par ailleurs une utilité économique pour ces collectivités, mais pour lesquelles elles n'ont pas forcément tous les instruments pour les mener à bien, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas comment contacter tel grand groupe hôtelier, comment obtenir un financement, comment construire un modèle économique. Et donc on voudrait essayer de mettre un peu une plateforme pour déjà faire émerger les monuments ou bâtiments qui pourraient répondre à ces souhaits d'évolution, et puis de réunir des tours de table pour faire en sorte que derrière on puisse monter des modèles, parce que ça c'est un peu lié aussi aux questions de transmission, parce que la transmission elle peut passer aussi, et la transmission et la conservation et la restauration du monument d'ailleurs, ou du bâtiment, peut passer aussi par cette transformation d'usage, parce que rien n'est pire qu'un bâtiment qui est laissé à l'abandon, sans aucun entretien. Donc voilà un peu le type de réflexion que nous avons. Alors, comme vous le savez, c'est un peu l'arlésienne, il y a un projet de loi sur les patrimoines, mais la ministre a fait une communication au Conseil des ministres ce mercredi, où il a été bien annoncé. Ce projet de loi, alors, il n'a pas tant d'éléments que ça sur les monuments historiques en tant que tels, plus sur les espaces protégés, mais il y a aussi des dispositions autour des abords de monuments historiques. Vous savez qu'on veut réétudier un peu la règle des 500 mètres pour trouver des règles peut-être plus adaptées à la configuration du monument et à son inscription dans le paysage, qui permettrait par ailleurs aussi de simplifier la règle de co-visibilité. Donc on est évidemment, nous, à la Direction générale des patrimoines, très demandeurs de voir ce projet de loi arriver rapidement au Parlement, d'autant plus demandeurs que, comme on le disait tout à l'heure, ces questions patrimoniales ne sont ni de gauche ni de droite, et qu'on est à peu près certain de trouver dans les deux assemblées des oreilles attentives à ces questions, avec toujours la crainte, le terme n'est peut-être pas tout à fait le bon terme, de dire qu'il y a toujours au Parlement les francs-tireurs anti-patrimoine qui sauront pondre quelques amendements contre les questions patrimoniales, mais il me paraît important, et je l'ai déjà dit, de réaffirmer ce qu'est une politique patrimoniale de l'État en France, d'autant plus qu'on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de législations qui sont présentées au Parlement en ce moment, qui évidemment ont des sujets connexes aux nôtres et pour lesquels nous ne sommes pas en capacité d'intervenir parce que ce n'est pas la ministre de la Culture qui porte le projet de loi et qu'on subit au lieu d'être proactif. J'ai cité l'exemple de la question de l'isolation en façade dans la loi transition énergétique, mais je pourrais citer d'autres exemples, et il me semble qu'il vaut mieux toujours être à la manœuvre que de subir, et donc de pouvoir réaffirmer l'importance, pour toutes les raisons qui ont été évoquées par les orateurs précédents de la politique patrimoniale, me paraît être un moment important quand ce projet de loi arrivera devant le Parlement. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Merci beaucoup, monsieur le directeur général.
Deux ou trois choses. Premièrement, je crois que c'est important, je le dis souvent dans les réunions régionales, que vous cornaquiez tous, dans le bon sens du terme, tous vos parlementaires. Vincent Bergeau vient de le rappeler, les débats sur le patrimoine, on le vit à chaque débat général ou plutôt particulier sur des dispositions. Ça n'est jamais un problème droite-gauche ou majorité ou opposition. Il y a toujours ces francs-tireurs, ces anti-patrimoine. Je vais n'en citer qu'un, le maire de Provins, je ne le nommerai pas, est un anti, et souvent s'est révélé parfois très néfaste contre certaines dispositions. Certains voient de quoi je veux parler. Ce que je voudrais dire, donc, c'est vraiment que dans cette perspective, le travail de terrain, d'accompagnement, de formation, c'est le mot que peuvent employer certains parlementaires. Je peux vous dire, Daniel Rondeau était, je vais utiliser ce témoignage chez moi à Conslagonville en octobre 2013, et il a entendu Christian Eckert, qui est mon député, qui n'a pas forcément, dit que des gentilles choses. Je crois, Daniel, tu as entendu ses propos à propos du patrimoine, et il a dit très clairement, je sais que c'est anxiogène, ce sont ces mots. Hein, donc vous voyez que le travail de terrain peut conduire à modifier les préjugés. Le deuxième point, Monsieur le Directeur Général, je vous demande vraiment, vous savez, l'année dernière, nous avons échangé beaucoup de sujets techniques, on a échangé des courriers techniques sur ce sujet-là, et je vous demande vraiment qu'on puisse désormais enclencher sur des réunions thématiques. Je crois que le G8 a des vertus, et je salue, il est avec nous aujourd'hui, l'admirable travail mené comme coordinateur par le bâtonnier de la Bretèche pour coordonner ces travaux. C'est complexe. Mais le G8 a aussi ses limites, et il faut l'admettre, c'est-à-dire que nous sommes, toutes ces associations, avec des objets différents. Il y a des thèmes de gestion de monuments qui ne peuvent pas être traités comme ça dans des grands-messes sur des textes de loi généraux. Donc je vous demande, je suis prêt vraiment à me mouiller avec vos collaborateurs, ne vous impliquez pas vous-même nécessairement, mais je crois que je vous ai demandé des réunions techniques sur l'agrément fiscal. Nous avons un point de vue différent. J'ai parlé récemment avec votre directeur Jean-Michel Loyal-Souette qui m'a dit « Tout va bien, Madame la Marquise ». Nous disons « Pas du tout ». Et si Éric Delalonde avait quelques minutes, c'est notre délégué régional adjoint de Pays de Loire qui a fait un travail considérable avec la DRAC et le CRMH de Pays de Loire récemment, enfin ces jours-ci. On voit bien qu'il y a un hiatus complet. Il faut qu'on peigne le dossier de région par région, qu'on ait une méthodologie nationale. De toute évidence, l'approche n'est pas la même selon les DRAC. Et donc, c'est vous le chef, si je puis dire, et il faut qu'il y ait une direction. Reprenons la phrase d'un ministre cher à François, redis-moi, clair dans la vision, confiant dans l'exécution. Voilà. Alors, je vais tout avouer, c'était Dominique Strauss-Kahn qui a montré, non c'est pour incarner le propos, mais qui a montré d'autres défauts graves de comportement à la suite, mais qui était un grand ministre. Bon, voilà. Donc si ça va comme le temps passe et que vous avez tous les agendas, est-ce qu'éventuellement Éric Delalonde, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il peut s'exprimer si on lui donne un micro? Éric, je crois que tu as fait un travail important sur ce sujet qui préoccupe beaucoup de monde, et peut-être pour, sans trancher le sujet, raconter l'expérience avec la DRAC de Pays de Loire qui est toute récente, pour illustrer peut-être, et comme ça Vincent Bergeau peut noter, mais ne vous inquiétez pas, on ne le traitera pas là, mais je vous demande si on peut traiter les choses après. Vas-y, Éric. Oui, Jean, merci à M. Bergeau d'être là à nouveau, un an après nous avoir annoncé la bonne nouvelle d'un traitement particulier des dossiers d'agrément fiscal. Alors c'est un dossier qui ne concerne pas tout le monde ici, mais qui concerne au moins 10% de nos adhérents, si on en croit le sondage que nous avons fait aux régions des Pays de la Loire. Donc 10% de nos adhérents sont concernés par ce sujet très technique, qui est celui de l'abandon par l'État de la politique d'agrément fiscal à la date du 31 décembre 2013. Cela veut dire pour nos adhérents aujourd'hui qu'ils ont le choix entre se tourner vers une procédure de sollicitation de protection au titre de l'inscription du classement. Deuxièmement, se tourner vers la Fondation du patrimoine ou trouver d'autres solutions parmi le catalogue qui a été évoqué ce matin par les différents intervenants, c'est-à-dire faire preuve d'imagination pour trouver un modèle économique pour des monuments qui ne seront plus du tout reconnus
soit au titre de la protection des monuments historiques, soit au titre de toute autre protection, qui va entraîner d'ailleurs beaucoup d'autres conséquences dans la vie des propriétaires. Alors, actuellement, on travaille la main dans la main avec la DRAC des Pays de la Loire. Nous avons encore eu une réunion hier avec le CRMH. Tout se passe de manière tout à fait positive. Simplement, nous avons, eux et nous, la même interrogation quant à deux points, un point de doctrine et un point de procédure. Sur le point de doctrine, est-ce que les critères qui étaient ceux qui ont entraîné le bénéfice de l'agrément fiscal pour nos adhérents peuvent être considérés comme éligibles pendant une période donnée, c'est-à-dire 5 ans, hein, puisqu'il y a 5 ans en fait de lissage hein, à gérer? Est-ce qu'on pourrait considérer ces critères d'éligibilité qui sont élargis par rapport aux critères de protection, de telle façon que ces critères-là étant reconnus comme un point accepté au niveau national, les membres de la CRPH et avant tout d'ailleurs les personnes chargées des études documentaires qui sont chargées d'instruire les dossiers pourraient à ce moment-là considérer comme légitime la protection pour des monuments qui ont été agréés sur des critères qui vont au-delà de la simple valeur artistique et architecturale, et en particulier la valeur économique, la valeur sociale et la valeur emblématique de ces monuments pour de très nombreuses communes rurales en particulier. Le deuxième point est un point de procédure. Actuellement, dans certaines régions, c'est le cas au Pays de la Loire. Par mesure de consensus, de cohésion, tous les dossiers passent en délégation permanente avant d'être soumis à la CRPS. Or, au passage en délégation permanente, il y a du déchet. C'est-à-dire qu'on supprime le droit aux pétitionnaires de passer devant la représentation populaire que constitue la CRPS sous, pas prétexte, mais sous de bonnes raisons sans doute, qui portent précisément sur la légitimité par rapport au point de doctrine qu'on vient d'évoquer précédemment. Donc, ce que nous sollicitons, c'est que tous les dossiers d'agrément fiscal puissent passer en CRPS, alors pas en force, évidemment, en bonne harmonie avec les membres de la délégation permanente, hein, et qu'ils aient au moins le droit de se présenter. C'est le sens du DRAC des Pays de la Loire qui se propose d'inviter même les propriétaires à venir assister à la présentation de leur dossier et à répondre aux questions. Donc c'est pour vous dire combien on fonctionne en bonne harmonie, combien on travaille bien ensemble, hein, les uns les autres font des avancées. Donc voilà les deux points sur lesquels on aimerait avoir votre avis, peut-être parce qu'aujourd'hui, il ne veut pas vous prendre comme ça, évidemment, au mot, mais en tout cas qu'on ait une réflexion pour les quelques centaines d'adhérents que représente ce sujet délicat de la suppression de l'agrément fiscal. Merci Eric. Je crois, monsieur le directeur général, que ça peut servir de plateforme à une réflexion opérationnelle. Vous voulez dire un mot ou est-ce qu'on reporte ça à une réunion spécifique sur le sujet? Au moins répondre sur le principe des réunions opérationnelles, ça bien évidemment. Je pense que non seulement il faudrait une concertation un peu générale sur les grandes lignes des politiques qu'on mène, et on en a fait sur le projet de loi patrimoine. Monsieur Labrotef, je ne sais pas où il est, mais est venu animer hier après-midi tout un après-midi débat avec les STAP, donc cette concertation est importante. Après, elle doit aussi se traduire par des réunions effectivement plus techniques et plus opérationnelles, et ce sera l'occasion de répondre plus spécifiquement à la question que vous posez sur le passage, si je puis dire, automatique en CRPS sans le filtre le coup près de la délégation permanente. Parfait. Bon, écoutez, chers amis, malheureusement, l'heure tourne et nous devons libérer nos invités. Je voudrais simplement peut-être donner la parole un instant à Henri de Castres, qui a eu une idée à propos de la suite de l'intervention, notamment de Christine de Seillac ce matin, sur le problème des droits de mutation. Henri, alors c'est peut-être un plaidoyer un peu pro-domo, mais on y a droit. Je ne veux pas faire mon Séraphin Lampion, vendeur d'assurance, mais les successions et les transmissions, ça se prépare. Il y a un moyen qui est en général totalement sous-utilisé, y compris par les gens qui sont censés être sophistiqués,
c'est de prendre une couverture d'assurance décès pour un montant égal à ce que seraient les droits de succession à payer en cas d'accident. C'est une dépense qui en réalité est extrêmement faible, mais qui, si la situation se présente, vous retire tout souci. Alors, normalement, c'est à l'État de conclure. François Villeroy voudrait dire un tout petit mot, Vincent Bergeau aussi, dans l'ordre. Alors peut-être vous, Vincent, tant pis. C'est juste sur un sujet qui est très différent de ce qui vient d'être évoqué, mais que j'ai oublié d'évoquer dans mon intervention, mais c'est important. Vous savez qu'il va y avoir de la concertation donc, locale sur la réforme territoriale, dans laquelle l'ensemble des acteurs est amené à se prononcer. Donc j'espère que les associations de défense du patrimoine seront présentes. Alain Dabrota, je sais qu'hier après-midi, j'ai fait un plaidoyer fort via IDESTAP sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Moi, je considère que quand on réfléchit sur les missions de l'État, c'est pas juste regarder les missions que l'État ne doit plus mener, mais aussi celles qu'il doit renforcer. Je crois que cette question d'assistance à maîtrise d'ouvrage, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, est une question importante, et moi je l'ai portée au débat, je l'ai redit aussi au DRAC ce matin, qui vont faire partie des régions où il y aura cette concertation. Donc moi je vous invite aussi, si vous partagez ce souci de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, à porter cette question-là dans les débats, parce que moi je crois qu'effectivement il faut qu'on arrive à dégager du temps dans nos équipes territoriales, que ce soit dans les DRAC ou dans les STAP, pour pouvoir mener à bien cette assistance à maîtrise d'ouvrage. Là, vous êtes largement entendu, surtout par votre serviteur qui parle du sujet depuis longtemps, mais bien entendu, nous répondrons présents sur ce thème.